Première partie, chapitre 1. L'enfant ouvre d'abord l'œil droit, puis le gauche. Il a la tête à deux endroits. Une fois à Ripa, où rien ne peut lui arriver, et une fois dans l'appartement, où il doit compter ses pas. 4 pas jusqu'à la table, 2 jusque sous le buffet, un grand pas jusqu'à l'évier, et 10 petits pas de la cuisine jusqu'au milieu du long couloir. Le point le plus éloigné est la stanza in fondo, la chambre du fond. En cas d'extrême urgence, il faut à l'enfant exactement 23 pas pour y atteindre la grande armoire. Dehors aussi, l'enfant veut compter ses pas, mais la lumière vive frappe son visage et l'aveugle. La nuit surgissent les loups. Il faut marcher à pas feutrés. Mais les loups le trouvent quand même. Il se penche sur son lit et montre les crocs. L'enfant appelle doucement Nonna Assunta qui habite loin de là, à Ripa. Il entend la voix de Nonna Assunta. Parle-moi, chuchote-t-elle, parle-moi, et serre les poings. Alors les loups ne te feront rien. Vous venez d'entendre les premières lignes de L'Enfant lézard, un livre écrit par Vincenzo Todisco, traduit par Benjamin Pécou, qui vous lisait ces lignes. Nous sommes en direct de chez nous et je suis Camille Lucher. Ce roman que vous venez d'entendre aurait pu s'appeler L'Enfant valise ou L'Enfant du placard, comme on surnommait les fils ou filles de saisonniers italiens qui étaient interdits de regroupement familial. Le garçon dont il est question ici est arrivé par effraction dans le pays d'accueil. Il passe son enfance cloîtré dans l'immeuble qu'habitent ses parents, développant d'étonnantes capacités de dissimulation. De ses cachettes sous le buffet ou dans la chambre du fond, il observe le microcosme de la famille et bientôt du petit immeuble d'Ecati où il habite. Vincenzo Todisco, qui nous livre cette histoire, est lui-même issu d'une famille d'immigrés italiens. Vincenzo Todisco, bonjour. Bonjour. Il a écrit 4 romans en allemand, puis il a écrit 4 romans en italien, puis celui-ci en allemand, le premier dans cette langue, et qu'il a traduit lui-même en italien. Il est la tête dans les nuages de la couverture de la version allemande et italienne, tandis que vous voyez derrière nous la version française du livre. Benjamin Pécou est traducteur et membre du collectif d'auteurs Caractère Mobile. Il a publié une traduction de Meral Qureshi avant celle-ci, parue donc aux éditions Zoé. Vincenzo Todisco, vous nous lisez les premières lignes de ce livre en allemand dans la version originale. Das Kind macht zuerst das linke und dann das rechte Auge auf. Es hat den Kopf an 2 Orten, einmal in Ripa, wo ihm nichts geschehen kann, und einmal in der Wohnung, wo es die Schritte zählen muss. 4 Schritte sind es bis zum Tisch, 2 bis unter die Kredenz, ein langer Schritt bis zur Spüle, und dann sind es 10 kurze Schritte hinaus aus der Küche bis in die Mitte des langen Korridors. Am weitesten ist es bis zur Stanza in Fondo, dem hintersten Zimmer. Genau 23 Schritte müssen das Kind im äußersten Notfall bis zum Schrank dort bringen. Auch im Freien will das Kind die Schritte zählen, dort schießt ihm aber das helle Licht ins Gesicht und macht es blind. Nachts kommen die Wölfe, dann müssen die Schritte leise sein. Die Wölfe finden das Kind fast immer. Sie beugen sich über das Bett und fletschen die Zähne. Das Kind ruft leise nach Nonna Assunta, die weit weg in Ripa wohnt. Das Kind hört Nonna Assuntas Stimme. Sprich mit mir, flüstert sie. Sprich mit mir und mach deine Fäuste, dann tun dir die Wölfe nichts. Alors peut-être j'aimerais commencer avec une question pour Vincenzo. Stanza in fondo, Nonna Assunta.
rien que sur cette première page du livre, il y a 2 mots en italien. Et puis moi, dans la traduction française, j'ai conservé ces mots en italien. Mais je voulais te demander, toi qui as écrit des romans en italien avant d'écrire ce roman en allemand, comment en étais-tu arrivé à conserver, à mettre quelques marqueurs comme ça d'italien dans le texte allemand, dans ton premier livre écrit en allemand? Ça m'a intrigué tout au long de la traduction, à vrai dire. Ouais. Et donc, alors, ça dépend beaucoup du fait que pour écrire cette histoire, j'ai dû trouver une perspective qui est, donc un point de vue qui est la perspective de l'enfant. Toute l'histoire de cet enfant caché est racontée en troisième personne, mais du point de vue de l'enfant. Et les choses, les événements, les situations sont décrites effectivement à partir de cette perspective. Et le fait d'avoir laissé dans le texte quelquefois des mots comme la stanza in fondo ou comme nonna assunta, c'est donc proprement pour garder cette perspective, parce que la nonna, donc la grand-mère, est quelque chose de, comme la stanza in fondo aussi, est quelque chose de très intime, de très très proche de l'enfant, parce que la nonna, c'est la personne qu'il garde dans sa tête, parce qu'il ne peut pas aller en Italie. La stanza in fondo, c'est le lieu où il va se cacher quand il y a un péril, quand il y a la police qui va faire un contrôle. Dans la stanza in fondo, il y a l'armoire où il se cache. Et dans sa perspective, il était important de marquer ça aussi en gardant les mots en italien. Et quand j'ai lu ta traduction, Benjamin, alors là, j'ai vu aussi qu'il y avait quelquefois des mots que tu as gardés en italien, mais il y en avait d'autres qui ont été traduits de manière très, très créative d'ailleurs en français. L'exemple qui me vient maintenant, c'est le chien. C'est ce chien des deux concierges que dans la version originale, ça s'appelle Custóhera et que toi, tu as traduit en français. Ce serait intéressant que tu en parles. Ouais, oui, alors effectivement, bah, c'est vrai que les mots italiens, je les ai conservés en italien parce que ça fait ce même effet d'avoir un peu d'italien dans le français ou un peu d'italien dans l'allemand, même si on pourrait discuter, parce que c'est sans doute pas le même effet pour un germanophone d'avoir de l'italien que pour un francophone d'avoir un peu d'italien dans son livre. Mais bon, voilà, je n'allais pas refaire le lien entre les langues. Mais par contre, c'est vrai que les mots allemands comme couche d'Ohera, qu'au début, je n'ai pas compris, j'ai demandé à un ami suisse-allemand de m'expliquer ce que voulait dire ce mot. Il a tout de suite compris que ça voulait dire comme du hierher, donc viens ici, ou voilà. Et donc, c'est le chien, c'est le surnom du chien, puisque les concierges doivent tout le temps le rappeler et lui disent tout le temps de venir ici, venir ici. En fin de compte, c'est devenu son surnom un peu ridicule, évidemment. Et puis, bah, du coup, ça aurait été un peu étrange de conserver ce couche d'Ohera en français, puisqu'il y aurait eu tout d'un coup une troisième langue qui apparaît juste pour un surnom. On a Nonna Assunta, etc., la Capitana, on a tout plein de noms, de surnoms italiens. Et puis tout d'un coup, on aurait un surnom en allemand. Bah, ce n'était pas possible, en fait. Et du coup, il a fallu trouver une traduction. Et du coup, j'ai réfléchi un peu à comment les gens rappellent leur chien en français. Et en entendant souvent, notamment mon voisin qui a un chien qui dit tout le temps, qui a aussi un chien qui est un peu, qui a un peu de la peine à revenir, et il dit tout le temps retour, retour. Et du coup, retour, ça me semblait bien aller.
C'est aussi un peu étrange pour quelqu'un qui n'a pas de chien, de dire retour, c'est vraiment un lexique des propriétaires de chiens. Et puis, mais en même temps, c'était un peu léger de l'appeler juste retour. Donc, on a repris le Blackie, qui est le vrai nom de ce chien, Blackie. Donc, la concierge, elle l'appelle son chien Blackie, elle ne l'appelle pas Cusdoera. Et quand elle l'appelle, elle dit Blackie retour, Black retour. Et en fin de compte, à force de le dire, elle dit Black retour. Elle dit plus. Et c'est donc le surnom de ce chien dans le livre, Black retour. Voilà. Avant d'entendre peut-être un court extrait et pourquoi pas la présentation de ce Black Retour dans la bouche des concierges qui font partie donc de la galerie de portraits de ce livre, je voulais rebondir sur la question des langues pour poser une question à Vincenzo Todisco concernant la situation narrative assez exceptionnelle de ce roman, puisqu'on est en Suisse allemande avec une famille d'immigrés italiens. Et le livre est écrit en allemand, qui n'est pas la langue que ces immigrés italiens parlent entre eux. Comment est-ce que la langue du roman elle-même s'est trouvée, en plus avec cette particularité que c'est le premier livre que vous écrivez vous-même, non pas en italien, mais en allemand? Oui. Bon, ça, c'était vraiment un grand défi de comprendre moi-même quelles sont les langues qui parlent les différentes personnes, mais aussi quelle est la langue qui parle l'enfant. Parce que l'enfant, il parle très peu, il est toujours caché, donc il n'a pas de contact avec les autres personnes. Donc, il entend beaucoup de langues parce qu'il vit dans cet immeuble pendant les années 60 et dans cet immeuble, il entend de l'italien, il entend du suisse allemand, il entend de l'espagnol parce qu'il y avait beaucoup de travailleurs étrangers à l'époque en Suisse et donc cet immeuble est un peu un microcosme, si vous voulez, qui reflète la situation en Suisse à l'époque. Et les mots dans les différentes langues sont comme des petites fenêtres qui permettent au lecteur et à la lectrice de comprendre l'identité et la mentalité aussi et la langue aussi des différents personnages. Donc, il fallait trouver comme ça un équilibre d'un roman qui est écrit en allemand, mais qui décrit aussi, on ajoute au destin de l'enfant, qui écrit aussi, décrit aussi des situations, des mentalités, des histoires, des personnages qui viennent d'autres pays. Et donc, ce petit mélange de langues. On entend peut-être quelques lignes lues par Benjamin Pécou pour entrer plus en avant dans l'immeuble et faire la connaissance de ce couple de concierges et de leur fidèle Black Retour. L'enfant doit particulièrement se méfier d'Alphonse et Rosie Berry, le couple de concierges. Ceux-là connaissent chaque recoin de l'immeuble et possèdent un passe-partout qui leur permet de s'introduire où ils veulent. Il y a à peine 6 pas entre leur appartement du rez-de-chaussée et la porte de l'immeuble. Quiconque entre ou sort est obligé de passer devant leur porte, d'où émane une odeur de détergent si forte qu'elle fait tourner la tête. 2 baskets blanches sont posées devant, alignées au millimètre près, et une nouvelle couronne de fleurs fraîches est suspendue chaque semaine à la porte. Quand une fois de plus les chaussures des ouvriers ont laissé de la terre dans le hall de l'immeuble, Berry joint les mains au-dessus de sa tête et se lamente. Ces macaronis finiront par avoir ma peau. Alphonse et Rosie Berry font un rapport hebdomadaire à Jacob Dur. Ils se plaignent que personne ne respecte le règlement qu'ils ont accroché au tableau d'affichage du rez-de-chaussée. Le padrone s'ébroue et souffle. Faut que vous leur expliquiez les règles vous-même alors. Rosie Berry prétend que les locataires trimballent des germes dans la maison.
Bien sûr, leur misère lui va au cœur, mais là, il y va de la santé. Après tout, son mari aussi doit se laver les mains quand il rentre dans l'appartement, et même les bananes, il les nettoie avant de les peler, parce qu'elles viennent d'un pays noir. Vous entendiez L'enfant lézard de Vincenzo Todisco, lu par Benjamin Pécou, le traducteur de cet ouvrage pour les éditions Zoé. Nous étions en direct de chez nous avec Benjamin Pécou, Vincenzo Todisco, Camille Lucher, et nous vous souhaitons une bonne lecture.